les salles Q de la faculté de philosophie, salle G de la faculté de sciences sociales et de gestion, et dans la grande salle de lecture de la bibliothèque. Et cet après-midi, nous continuons cet exercice avec l'ouverture solennelle qui aura donc ici deux grandes articulations. La première, elle sera modérée par le professeur Zozo Nkulu, directeur de la formation continue. Et la seconde articulation sera modérée par le professeur Yvon Elenga, doyen de la faculté de sciences sociales et de gestion de l'Université catholique d'Afrique centrale. Sans plus tarder, je vais inviter le modérateur du premier panel qui prendra le soin d'appeler les différents experts qui vont intervenir aujourd'hui. Et par la suite, nous aurons l'occasion d'accueillir pour le deuxième panel le recteur de l'Université catholique d'Afrique centrale et le représentant personnel du ministre du Commerce. J'ai parlé ici du professeur Omar Magellan, qui sera présent parmi nous. Sans plus attendre, je vous prie d'accueillir le professeur Zozo Nkulu, directeur de la formation continue. Monsieur le régulateur de cette deuxième partie qui a eu son premier mouvement constitué des ateliers, et nous avons engagé cet après-midi un premier regroupement en plénière qui est consacré aux experts, notamment 4 catégories d'experts. On a justement experts ZDK, experts DA, experts CEAC et négociateurs en charge du point focal CNS ZDK Cameroun. Alors, nous tenons déjà à nous excuser pour la disponibilité des deux pléniers. Nous n'avons pas pu justement bénéficier de leur présence. Cela étant dit, nous avons travaillé dans le cadre d'échange avec l'expert CEAC, M. Jacob Rochot, qui va intervenir en ligne. Voilà. Je crois que nous espérons qu'ici, nous aurons été avec nous pour que la connexion se passe dans, justement, quand il est déjà en ligne. Monsieur Jacob Rochot, directeur du marché commun CEAC. Nous avons invité ici avec nous en présentiel M.
M. Parfait Eco, voilà, qui est invité à nous rejoindre comme négociateur en chef, point focal, CNSDK Cameroun. Alors, c'est un panel d'experts, bien sûr. Il faut donc situer un peu les éléments tels que envisagés. Vous avez un certain nombre d'organisations qui, justement, constituent des points d'observation de l'intégration régionale ou sous-régionale. Donc, c'est dans cette perspective-là que chaque expert ici prendrait la parole pour observer, pour analyser la question de l'opérationnalisation de la ZLECA comme accélérateur de l'intégration africaine, enjeux, défis et perspectives. Point de vue, bien sûr, de la CEAC et un point de vue qui est davantage interne et qui constitue ici un pilier important de cette question. C'est vrai que nous l'avons appris dans le cas de certains panélistes ici, dont les présentations ont été faites en situation. La possibilité de préparer cet élément-là. Alors nous souhaitons que chaque panéliste fasse une présentation lorsque prendra la parole de son profil, de justement l'expertise qu'il mobilise ici pour nous parler de cette question d'opérationnalisation de la ZLECA. Il est clair que le point qui nous intéresse ici, effectivement, c'est comment mettre cela effectivement en œuvre pour que nous soyons complètement dans ce que les chefs d'État ont envisagé il y a déjà un bon bout de temps comme justement orientation de nos sociétés, orientation de nos économies, bien-être des populations justement concernées. Voilà ce que je peux dire. Alors, l'ordre de passage sera assez simple. Nous allons commencer par M. Jacob Kocho en ligne pour justement bénéficier de la situation actuelle de la qualité de la connexion Internet et surtout pour qu'on puisse le plus possible bénéficier des apports de ces derniers. Monsieur Dr Jacob Kocho, vous avez la parole. Vous avez choisi comme perspective les défis pratiques de l'opérationnalisation de la ZLECA. Vous êtes directeur du marché commun CEAC. Nous vous écoutons pour votre prise de parole. Je vous remercie déjà d'avoir accepté d'échanger avec nous. Merci. Alors, s'il vous plaît, activez votre micro. Docteur Jacob Kocho, activez votre micro, s'il vous plaît, pour vous suivre. Voilà. Voilà. Ok, vous m'entendez mieux? Tout à fait, on vous entend mieux. Merci infiniment, monsieur le modérateur, de nous donner l'opportunité d'apporter notre contribution à cet important exercice de réflexion sur un phénomène, je vais l'appeler comme ça, qui est d'une importance cruciale pour le devenir de l'Afrique. Je veux parler de la ZLECA. Avant de dérouler ma présentation, je voudrais prendre quelques secondes pour décliner mon profil tel que vous l'avez souhaité. Je suis actuellement en service à la commission de la CEAC où j'assume les fonctions de directeur du marché commun. Je dois avouer que je suis particulièrement heureux de participer à cet exercice dans la mesure où
Sur le plan de mon parcours universitaire, je suis un produit de l'Université catholique où j'ai obtenu mon diplôme de Master 2 en développement et management des projets et où j'ai obtenu mon diplôme de doctorat en sciences sociales. Donc c'est véritablement pour moi un motif de fierté de pouvoir faire cette présentation à l'occasion de cet important événement. Si vous me permettez, je vais donc dérouler le contenu de ma présentation que j'ai voulu centrer sur les défis pratiques de l'opérationnalisation de la SLECAF. J'ai choisi ce thème en formulant l'hypothèse que les autres panels auront donné l'occasion aux présentateurs d'explorer toutes les considérations théoriques qui entourent la SLECAF. Et donc, en tant que praticien de la négociation commerciale et acteur principal, je souligne le mot principal du processus de négociation de la SLECAF, il m'a semblé nécessaire qu'à cette occasion, je puisse centrer mon intervention sur les questions pratiques et opérationnelles qui sont souvent hors de la portée des acteurs qui ne sont pas plongés dans le quotidien de la négociation et de la mise en œuvre des instruments juridiques de cette nature. Et ma présentation va être articulée autour de deux points principaux. Premièrement, quelques rappels. Il s'agira ici de donner des considérations factuelles sur ce que c'est que la SLECAF et sa nature et sa structure. Et la deuxième articulation sera centrée sur les défis de l'opérationnalisation de la SLECAF. Et ici, j'ai regroupé les défis pratiques en 4 catégories. Je confesse que la présentation de ces défis n'est pas exhaustive. Il y en a d'autres que je n'ai pas évoqués certainement. Mais je crois que l'essentiel a été répertorié et catégorisé en 4 blocs tels que présentés, à savoir la cohérence des politiques comme défi principal, la réduction du gap infrastructurel comme enjeu majeur pour bénéficier du marché libéralisé de la SLECAF, le défi des capacités institutionnelles pour le suivi et la mise en œuvre de l'accord comme instrument de politique publique au sein des États. Et enfin, les défis liés aux enjeux géostratégiques. L'Afrique n'étant pas une entité en autarcie dans le monde, il est évident que les politiques publiques d'envergure qui sont mises en œuvre sur le continent suscitent l'intérêt des partenaires tiers et donc suscitent aussi des actions qui peuvent avoir des effets adverses par rapport aux objectifs qui sont visés. Voilà le menu que je vous propose et que je vais donc commencer à dérouler. En guise de rappel, qu'il me soit permis de préciser ce que c'est que la SLECAF. Du point de vue strictement pratique, la SLECAF, c'est un accord de libre-échange. Et c'est un accord de libre-échange de type profond. Pour savoir ce que c'est qu'un accord commercial profond, je renvoie les auditeurs à un ouvrage très intéressant intitulé le manuel des accords commerciaux profonds, Handbook of Deep Trade Agreements, écrit par Aditya Mathur et 2 autres chercheurs, publié en 2020 par la Banque mondiale, et qui donne de manière très extensive les considérations théoriques qui entourent la notion d'accords commerciaux profonds. Donc c'est un accord de libre-échange qui regroupe les 55 États membres de l'Union africaine et qui a pour objectif d'éliminer les entraves à la libre circulation des biens, des services et des capitaux sur le continent. De manière théorique, la SLECAF vise 3 objectifs essentiels. Le premier, c'est faciliter l'accès au marché pour les biens et les services des États parties, les biens et services qui sont originaires des États parties,
Le deuxième objectif est faciliter les approvisionnements en matières premières et produits intermédiaires pour les industries des États partis. Et troisièmement, faciliter l'approvisionnement en biens et services de consommation pour les populations dans des conditions préférentielles. Donc il s'agit de manière générale d'utiliser les instruments de politique commerciale pour atteindre ces trois objectifs fondamentaux. La ZLECAf est un marché potentiel de 1,4 milliard de consommateurs en pleine expansion. C'est que l'Afrique aujourd'hui, c'est un continent en pleine expansion économique, sociale et démographique. Et donc c'est un marché important qui est l'objet de la convoitise de toutes les puissances à travers le monde. Il était donc temps pour l'Afrique de commencer elle-même par tirer le meilleur bénéfice de sa population, c'est-à-dire de son marché, pour pouvoir induire son développement économique. Ce d'autant plus que nous savons que théoriquement, la consommation est un déterminant fondamental de la croissance économique. Et la ZLECAf, c'est une réforme intelligente des instruments de politique commerciale. Et ici, je souligne une réforme intelligente. Parce que tous les instruments légaux et juridiques qui ont été négociés et adoptés dans le cadre de la ZLECAf réglementent la mise en œuvre de certains instruments de politique commerciale. Et la conception de ces instruments juridiques a été faite de manière à mettre les instruments de politique commerciale au service du développement économique et social du continent africain. C'est pour ça que je dis que la ZLECAf, c'est une réforme intelligente des instruments de politique commerciale. J'avais cité quelques-uns ici: le droit de douane, la réglementation douanière, les règles d'origine, les réglementations du commerce des services, les mesures de défense commerciale, les instruments de règlement des différents, les réglementations qui encadrent les investissements, la politique de concurrence, les droits de propriété intellectuelle. Tous ces instruments de politique commerciale dans le cadre de la ZLECAf ont été réglementés dans une perspective, j'allais dire, je ne veux pas dire protectionniste, mais dans la perspective de les mettre au service du développement de l'Afrique. Enfin, on va dire que la ZLECAf est un projet d'intégration régionale, dans la mesure où vous vous souviendrez que l'Afrique, à un moment donné de son processus d'intégration régionale à l'échelle continentale, a cerné l'importance d'intégrer dans l'agenda la dimension économique. À la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, le principal objectif de l'intégration du continent était politique. L'intégration africaine visait à achever les processus d'indépendance des États africains. Mais à la faveur de l'expérience pratique de la lutte et des événements qui se sont déroulés à l'échelle internationale, notamment les batailles menées par les économistes d'Amérique latine sur l'importance de prendre en compte les préoccupations du développement des pays sous-développés dans l'agenda global qui a conduit par exemple à la création de la CNUCED au début des années 70. Les États africains se sont rendus compte de l'importance d'associer à la dimension politique de la lutte les considérations économiques. Et cela a conduit à l'adoption de ce qu'on appelle le plan de Lagos au début des années 80, suivi par une série de négociations qui a abouti au traité instituant la communauté économique africaine qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de traité d'Abuja. Et donc la ZLECAf est une des étapes de la mise en œuvre du traité d'Abuja comme cadre de mise en place de la communauté économique africaine. C'est important de le noter pour situer la ZLECAf dans le processus d'intégration régionale de l'Afrique. Donc voilà, sans avoir été exhaustif, une présentation panoramique de ce que c'est que la ZLECAf. Continuer dans la même lancée, on va dire quelques mots sur deux éléments et caractéristiques essentielles de la ZLECAf, à savoir le champ et la portée de la ZLECAf. Le champ, c'est l'ensemble des domaines que couvre la ZLECAf, et la portée, c'est la profondeur des engagements de libéralisation que les États ont pris dans le cadre de la ZLECAf.
Donc, en termes de champ, la SLECAF couvre la quasi-totalité des domaines du commerce. Le commerce des marchandises, le commerce des services, les droits de propriété intellectuelle, la politique de concurrence, l'investissement, le commerce électronique. Et la SLECAF va aller au-delà pour adopter une posture totalement inclusive en négociant un protocole sur l'inclusion des femmes et des jeunes dans le commerce sur le continent africain. Et donc, c'est vraiment un accord commercial extrêmement profond par rapport au champ qu'il couvre. Et la deuxième partie, c'est l'ambition. Et en termes d'ambition, il faut aussi dire que la profondeur des engagements de libéralisation que les États africains ont adoptés dans le cadre de la SLECAF est extrêmement élevé. L'accord vise à libéraliser 97% des marchandises qui peuvent être échangées entre les États africains. Et les 97% représentant au minimum 90% de la valeur du commerce des marchandises que les États africains peuvent effectuer entre eux. C'est vraiment un objectif ambitieux. Et en termes de commerce des services, la SLECAF vise à libéraliser la totalité du commerce des services que les États peuvent effectuer entre eux en termes de secteur de services. Et on verra plus tard en détail ce que ça veut dire. Il y a un élément important qu'il faut ajouter à l'ambition de la SLECAF en termes de portée, c'est que tous les instruments de la SLECAF font partie de ce qu'on appelle la politique commerciale, un engagement unique. Et cela se traduit par quelques dispositions de l'accord. L'article 25 de l'accord cadre instituant la SLECAF dit clairement qu'il n'y a aucune réserve qui est admise à l'adhésion de l'accord. Donc on adhère à tous les instruments de la SLECAF ou on n'y adhère pas. Et un autre élément, c'est de dire que tous les instruments de l'accord forment un bloc unique, ce qu'on appelle un engagement unique. Et enfin, tous les protocoles et les décisions qui vont être adoptées pour la mise en œuvre de l'accord sont partie intégrante de l'accord dès l'adoption par la conférence des chefs d'État de l'Union africaine. Et donc, en termes d'ambition, l'accord sur la SLECAF forme un instrument qui est un ensemble extrêmement complexe aujourd'hui. Et vous allez découvrir la complexité de cet instrument à travers cette diapositive. Je ne sais pas si vous parvenez à lire, parce que c'est un peu touffu, qui montre la structure actuelle de l'accord sur la SLECAF. On y voit que l'accord sur la SLECAF est composé d'un traité cadre auquel sont annexés 8 protocoles approuvés et 41 annexes ou règlements. 41 annexes ou règlements. C'est extrêmement volumineux et complexe. Pour présenter de manière rapide le détail de cet instrument, on a un protocole sur le commerce des marchandises qui dispose de 9 annexes et les annexes ont également des appendices. Et chaque annexe traite d'un instrument de politique commerciale particulier. Donc on a l'annexe sur les listes de concessions tarifaires. Les listes de concessions tarifaires, c'est l'instrument qui permet à chaque État d'indiquer aux autres États partis à l'accord comment il va démanteler les droits du douane pour donner un accès préférentiel à son marché pour les marchandises en provenance des autres États partis. On a l'annexe sur les règles d'origine, et on a d'autres annexes. Je ne veux pas passer tout ça en revue parce que c'est une manière. Il nous faudrait un cours entier pour pouvoir présenter de manière détaillée tous ces instruments. On a l'annexe sur le commerce des services. Il y a 6, le protocole sur le commerce des services, pour moi, il y a 6 annexes. On a le protocole sur les règles et procédures de règlement des différends. Il y a 3 annexes. On a le protocole sur l'investissement. Il y a 2 annexes. L'annexe sur l'Agence panafricaine du commerce et l'investissement et l'annexe sur le règlement des différends. On a le protocole sur les droits de propriété intellectuelle. Il y a 9 annexes. Le protocole sur la concurrence. Il y a 4 annexes. Le protocole sur les femmes et les jeunes, pour l'instant, ne dispose pas encore d'annexe.
et le protocole sur le commerce digital qui dispose de 8 annexes. Donc vous voyez avec moi que la ZLECAf est un instrument juridique d'une haute complexité dont la mise en œuvre va forcément générer des défis importants. Et donc je vais vous parler maintenant des défis qui peuvent découler de la mise en œuvre d'un instrument aussi complexe que celui que je viens de décrire. La première catégorie des défis, je vais intituler les défis liés à la cohérence des politiques. Avant de les décliner, je vais dire un ou deux mots sur la notion de cohérence des politiques. En termes conceptuels, la cohérence des politiques publiques désigne la capacité qu'a un État ou un gouvernement à assurer une harmonie entre ces différentes actions et décisions afin d'atteindre les objectifs globaux qu'il s'est fixés sans contradiction. La cohérence des politiques publiques vise à éviter des incohérences entre les politiques sectorielles dans l'État et à garantir une approche, je dirais, une approche intégrée du développement. Donc, les aspects que couvre la politique, la cohérence des politiques publiques sont l'alignement des objectifs, la coordination intersectorielle, le suivi, l'évaluation, l'approche participative. En tout cas, la notion de cohérence des politiques publiques est un déterminant fondamental de la mise en œuvre réussie d'un accord commercial international. Pour la simple raison que l'accord commercial international est un instrument de politique publique parmi tant d'autres qu'un État met en œuvre pour garantir son développement économique et social. La première dimension de la cohérence des politiques publiques en termes de défis que je voudrais évoquer ici, c'est le défi de la préservation des acquis des communautés économiques régionales dans le cadre de la mise en œuvre de la ZLECAf. Il faut indiquer que un des principes de la ZLECAf consiste à considérer les communautés économiques régionales comme les piliers de sa mise en œuvre. Dès lors, comment s'assurer que la ZLECAf est mise en œuvre sans déstabiliser les acquis des communautés économiques régionales en tant que piliers de l'intégration régionale sur le continent africain? C'est un vrai défi que je voulais matérialiser par un exemple. Et je vous donne l'exemple à travers ce qu'on appelle les modalités de libéralisation tarifaire dans le cadre de la ZLECAf. En effet, pour donner un accès préférentiel au marché pour les marchandises dans le cadre de la ZLECAf, les États ont adopté une procédure et des modalités pour l'élimination des droits de douane à l'accès des marchandises en provenance des autres États du continent sur leur territoire. Et dans cet exercice de l'établissement des modalités, ils ont classé les États selon la nomenclature des Nations Unies en pays en développement et pays moins avancés. Et ils ont tenu compte d'un principe fondamental du système commercial multilatéral, qui est celui du traitement spécial et différencié, qui consiste à accorder des flexibilités spécifiques aux États en fonction de leur niveau de développement pour la mise en œuvre des engagements de libéralisation. Et pour ça, vous allez voir que les engagements, les modalités sont différenciées entre les pays en développement et les pays moins avancés. Or, il se trouve que sur le continent, on a au sein des communautés économiques régionales les pays moins avancés et les pays en développement qui font partie des dynamiques d'intégration régionale. En Afrique centrale, par exemple, au sein de la CEMAC, on a 3 pays en développement et 3 pays moins avancés. La CEMAC est une union douanière. Or, par une union douanière, c'est une configuration économique dans laquelle les États partis appliquent une politique commerciale commune vis-à-vis des tiers. Et si on doit respecter le principe, les 6 États membres de la CEMAC ne sauraient appliquer les modalités de la ZLECAf telles que déterminées par la conférence des chefs d'État sans déstabiliser
un des instruments de leur union douanière qui est leur extérieur commun. Du coup, la mise en œuvre des modalités adoptées par la SLECAF dans une configuration qui est déjà une union douanière devient un véritable défi. Et la conférence des chefs d'État de l'Union africaine a proposé une approche pour résoudre ce problème en donnant la latitude à chaque union douanière de choisir une des modalités définies, soit celle des pays en développement, soit celle des PMA, pour élaborer sa liste de concessions tarifaires. Et pour l'Afrique centrale, les États de la CEPAC ont choisi d'appliquer les modalités prévues pour les pays moins avancés. Seulement aujourd'hui, il se trouve qu'il y a des pays membres de l'Union africaine qui sont partis de la CEDAF qui contestent cette approche en disant qu'ils ne peuvent pas, eux, octroyer un accès au marché préférentiel, à leur marché, selon le régime préférentiel de la CEDAF, à des pays en développement qui bénéficient des modalités de PMA. Ils ne considèrent pas comme une injustice et donc ça pose un sérieux défi au niveau de la libéralisation du commerce des marchandises. Ce qui est un des piliers fondamentaux de l'accord sur la CEDAF. Je ne vais pas trop de temps là-dessus parce que cela a des ramifications assez complexes qu'on pourrait développer dans un cadre beaucoup plus technique. Le deuxième élément que comporte le défi de la cohérence des politiques, c'est l'alignement des cadres légaux et réglementaires de la CEDAF avec ceux des CER et des États. Je prends un exemple. L'article 30 du protocole sur l'investissement dit explicitement ceci. Les États partis s'efforcent d'examiner et de réviser les accords régionaux d'investissement pertinents adoptés par les communautés économiques régionales afin de les aligner sur le protocole de la CEDAF, cela s'entend, dans un délai de 5 à 10 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent protocole. Qu'est-ce que ceci suppose? Ceci suppose que les communautés économiques régionales devront faire un audit réglementaire des instruments en vigueur au sein des États et au niveau des communautés économiques régionales sur les investissements, identifier les écarts qui existent entre leurs instruments réglementaires et le protocole de la CEDAF et